Mon demi-frère a volé son propre fonds d'études et m'a accusé à tort, ce qui a poussé toute ma famille à me renier. Salut tout le monde. Laissez-moi partager le drame qui a fait exploser toute ma vie. Je ne pensais pas en arriver là, mais un de mes amis m'a suggéré de poster ici pour avoir d'autres points de vue, alors voilà. J'ai 26 ans, je suis un homme. Mon père est décédé quand j'avais 10 ans. C'était dur juste ma mère et moi pour essayer de nous en sortir. Pendant ces 2 premières années. C'était comme si nous étions en mode survie ensemble. Nous étions proches, comme les meilleurs amis. Elle était mon rock, mon plus grand soutien, et honnêtement. La seule raison pour laquelle j'ai surmonté la perte de mon père. Puis, ma mère a rencontré un homme nommé Paul lors d'une conférence de travail. Et c'est comme si les choses étaient passées de 0 à 100 du jour au lendemain. En 6 mois, ils étaient mariés et nous avions une toute nouvelle dynamique familiale. Je n'étais pas ravi de ça. Mais Paul semblait correct au début. Il était poli, gardait ses distances et semblait sincèrement rendre ma mère heureuse. La voir sourire à nouveau après tout ce que nous avions vécu me semblait une raison suffisante pour donner une chance au type. Le fils de Paul, Eric, avait 10 ans, le même âge que moi, et quand il a emménagé avec nous, toute ma vie a basculé. Dès le premier jour. Il était clair qu'Eric n'était pas d'accord avec cette nouvelle configuration familiale. Je comprends que votre parent se remarie, c'est important. Mais Eric ne s'adaptait pas seulement. Il agissait comme si ma mère et moi étions des envahisseurs dans sa vie. C'était subtil au début, mais il n'a pas fallu longtemps pour réaliser que ce gamin était un problème. Eric avait cette façon de se faire passer pour la victime dans chaque situation. Il mettait le bazar dans la maison et m'accusait. Mangeait toutes les collations que j'avais gardées pour plus tard et mentait ensuite avec le visage le plus impassible que vous ayez jamais vu. Il a cassé une lampe en jouant à chat dans la maison et a dit à Paul que je l'avais poussé. Une autre fois. Il a mangé le reste du gâteau d'anniversaire que ma mère m'avait gardé et a juré qu'il m'avait vu le manger la veille au soir. À chaque fois, Paul le croyait sans poser de questions. Pour Paul, Eric était le garçon doré qui ne pouvait rien faire de mal. Ce qui m'énervait vraiment, cependant, c'était la façon dont Eric se donnait du mal pour embêter ma mère. Il mentait sur des choses que j'aurais soi-disant dites ou faites, essayant de lui faire croire que j'étais une sorte de brute. Alex m'a crié dessus quand tu n'étais pas là, disait-il. Ou Alex a dit qu'il n'aimait plus vivre ici. C'était des conneries totales, mais Paul y croyait, et ça a commencé à peser sur ma mère. C'est arrivé à un point où ça a commencé à creuser un fossé entre Paul et ma mère. Chaque fois que Paul croyait à un des mensonges d'Eric, ça menait à des disputes tard dans la nuit que je pouvais entendre depuis ma chambre. Mais ma mère, qui au début avait toujours été ma plus grande défenseur, après un certain temps, a commencé à douter d'elle-même. Elle ne voulait pas se disputer avec Paul, alors elle me disait juste d'ignorer Eric et de laisser tomber au facile à dire quand ce n'est pas vous qu'on accuse de tout. Les choses ont empiré en vieillissant. Eric est passé de l'ambiance de petit frère agaçant au chaos total. Au collège, il était le genre de gamin qui séchait les cours, jetait ses devoirs à la poubelle et accusait les professeurs de ses mauvaises notes. Au lycée, il a trouvé un groupe d'amis qui étaient tous axés sur la transgression des règles et les fêtes. Il manquait l'école, vandalisait des trucs et organisait des fêtes à la maison chaque fois que leurs parents étaient absents. Et bien sûr, Eric a trouvé un moyen de me faire passer pour quelqu'un qui en faisait partie. S'il se faisait prendre en train de faire quelque chose de stupide, il disait que c'était moi qui avais commencé. Si un professeur appelait Paul pour lui dire qu'Eric séchait les cours, Eric disait « Alex a séché en premier », alors j'ai pensé que c'était bon. Je ne séchais rien. J'étais soit en classe, soit au travail à mon emploi à temps partiel dans une librairie. Mais Paul ne se souciait pas des faits. Il voulait juste rendre son garçon doré heureux. Il nous punissait tous les deux pour être justes, même si je n'avais rien à voir avec ça. Quand nous étions en première, j'avais renoncé à essayer de prouver mon innocence. Peu importe combien de preuves j'avais, Paul trouvait toujours un moyen de faire croire que j'étais le méchant, juste meilleur pour cacher ce que tu fais, disait-il. Ma mère me défendait parfois. Mais Paul la fermait avec « Tu es juste biaisé parce que c'est ton fils ». Au fil du temps, elle a commencé à choisir moins de batailles, et je ne pouvais même pas lui en vouloir. Toute la maison était une zone de guerre, et Paul et Eric avaient tout le pouvoir, alors je me suis tenu à l'écart. Je me suis concentré sur l'école.
J'ai travaillé à mon emploi à temps partiel et j'ai passé autant de temps que possible chez mon meilleur ami Jake. Jake était mon refuge. Il avait vu les conneries d'Eric de première main et était la seule personne qui comprenait vraiment ce à quoi j'avais affaire. Ce gamin va s'écraser un jour, disait Jake. J'espérais qu'il avait raison, mais je ne pensais pas être encore là pour le voir quand ça arriverait. Pendant ce temps, la vie d'Eric partait en vrille. Ses notes étaient nulles et il a à peine obtenu son diplôme d'études secondaires. Il n'a été accepté dans aucun collège, ce qui a rendu Paul furieux non pas parce qu'Eric avait foiré, mais parce que ça donnait une mauvaise image de Paul. Pendant ce temps, j'ai été accepté dans une bonne école publique avec une bourse partielle. J'ai travaillé dur pour ça. Et j'avais l'impression que c'était ma seule grande victoire. Mais bien sûr, Eric a agi comme si c'était une attaque personnelle contre lui. « Tu te crois tellement meilleur que moi maintenant, hein ?» disait-il chaque fois que le collège était mentionné. « Ça doit être bien d'avoir tout sur un plateau. » L'audace de ce type était incroyable. J'ai travaillé comme un fou pour cette bourse. Alors qu'il avait un véritable fonds d'études de 80 000 $ qui dormait à la banque parce qu'il ne pouvait même pas entrer dans un collège communautaire. Quand nous avons tous les deux fini le lycée, Eric avait réussi à vivre sa vie sans subir de véritables conséquences. Ce n'était pas parce qu'il ne foirait pas, il foirait beaucoup. Mais chaque fois qu'il se faisait prendre, il avait le don de déformer l'histoire et de faire croire que quelqu'un d'autre était à blâmer et 9 fois sur 10, ce quelqu'un d'autre, c'était moi. Laissez-moi vous donner un exemple de la manipulation de niveau génie d'Eric. Pendant sa soi-disant année sabbatique, qui n'était en réalité qu'une excuse pour rester assis à jouer à des jeux vidéo et à traîner avec ses amis bons à rien, Eric a décidé qu'il voulait tourner la page, du moins c'est ce qu'il a dit à Paul et à ses grands-parents. Il leur a raconté une histoire larmoyante sur le fait qu'il était enfin prêt à se concentrer sur son avenir et à les rendre fiers. C'était des conneries, mais ils y ont cru. Paul lui a même donné accès à l'ordinateur du bureau pour commencer à faire des recherches sur les collèges et les bourses d'études aux grosses erreurs. Quelques mois après le début de son année sabbatique, Paul a remarqué que l'imprimante tombait à court de papier et d'encre beaucoup plus vite que d'habitude. Quand il a demandé à Eric ce qu'il en était, Eric a dit qu'il avait imprimé des demandes d'admission au collège et des guides d'études. Ça aurait dû être un signal d'alarme. Eric n'avait même pas les notes pour postuler à la plupart des collèges, encore moins l'ambition d'étudier, mais Paul l'a cru, comme d'habitude. Avec tous ces incidents qui s'accumulent. Les vrais problèmes ont commencé il y a 4 ans. Laissez-moi vous expliquer ça. Vous vous souvenez du fonds d'études de 80 000 $ que j'ai mentionné plus tôt? Les grands-parents d'Eric l'avaient mis en place pour lui quand il était né. Cet argent était censé être son ticket d'or vers un avenir meilleur, une énorme opportunité qui l'attendait pour qu'il fasse quelque chose de significatif. Sauf qu'Eric n'était pas exactement le type à faire quelque chose de soi-même. Il avait passé la majeure partie du lycée à peine à s'en sortir et n'avait été accepté dans aucun collège convenable. Ses grands-parents n'étaient pas ravis, mais ils ont décidé de le laisser utiliser l'argent pour un collège communautaire, avec l'entente que si ses notes étaient bonnes, il pourrait être transféré dans une école de 4 ans. Ça semble raisonnable, non? Eh bien, Eric ne le pensait pas. Dans son esprit, l'argent n'était pas un investissement dans son éducation. C'était un chèque en blanc pour qu'il vive sa meilleure vie. Il avait pioché dans le fond pendant son année sabbatique de petites sommes au début, juste assez pour couvrir de nouveaux vêtements, des gadgets et tout ce qui attirait son attention. Mais avec le temps, les retraits sont devenus plus importants. Au moment où Paul l'a remarqué, le compte était presque vide. C'est là que les choses deviennent dingues. Au lieu d'assumer la responsabilité, Eric a décidé de faire porter le blâme sur moi. Il a dit à Paul que je me faufilais dans son bureau, où il gardait tous les documents importants, et que j'avais volé les détails du compte pour transférer l'argent à moi-même parce que j'étais jaloux. Qu'il est un fonds d'études. Il a même affirmé m'avoir vu agir de façon suspecte près du bureau à plusieurs reprises. Maintenant, laissez-moi juste dire ceci. Je ne savais même pas où Paul gardait ses documents de bureau, encore moins comment accéder au fonds d'études d'Eric. Je n'avais jamais touché à ce compte, et je n'avais pas besoin de le faire. J'avais ma propre bourse d'études, un emploi à temps partiel et un plan clair pour mon avenir. Pourquoi risquerais-je tout pour voler à un gamin qui a à peine réussi le lycée? Mais Eric ne s'est pas arrêté là. Il savait comment jouer le jeu. Il a créé de fausses preuves des courriels qui semblaient provenir de moi, demandant des informations sur le transfert de sommes importantes d'argent.
Il a même planté une clé USB dans ma chambre avec ce qu'il prétendait être des captures d'écran du compte et des instructions sur la façon d'y accéder. C'était le coup monté le plus élaboré que j'ai jamais vu, et honnêtement, je dois lui donner du crédit, le type s'est donné à fond. Quand Paul m'a confronté, j'ai été pris au dépourvu. Il m'a appelé dans le salon où Eric était déjà assis, l'air suffisant et autosatisfait. Ma mère était là aussi, mais elle avait l'air plus confuse qu'autre chose. Paul n'a pas perdu de temps. « Alex ?» a-t-il dit, « je dois savoir pourquoi tu as fait ça. » Je n'avais aucune idée de quoi il parlait. « Fais quoi ?» ai-je demandé, vraiment perdu. C'est alors qu'Eric est intervenu. Avec un faux air inquiet et des pauses dramatiques. « Je ne voulais pas y croire, Alex, » a-t-il dit, comme s'il me rendait service en faisant semblant d'être blessé, mais je t'ai vu. Je t'ai vu fouiller dans le bureau de papa, et ensuite l'argent a commencé à disparaître. Paul l'a interrompu et a commencé à exposer les preuves, les faux courriels, la clé USB plantée. Même des captures d'écran des transactions supposées. J'étais abasourdi. C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti, sachant qu'on ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Je m'en souviens encore en détail. J'ai essayé de me défendre, désespéré de les faire entendre raison. Vérifier les relevés bancaires. Parler à la banque. Déposer un rapport de police. Faites tout ce qui peut prouver que je n'ai pas fait ça. Je ne sais même pas comment accéder au compte. Mais Eric avait tout planifié trop bien. Les fausses preuves étaient impeccables. Ne laissant aucune place au doute, et Paul les a acceptées sans hésitation. Je me suis tourné vers ma mère, la suppliant silencieusement de me défendre, d'intervenir et d'arrêter cette folie. Elle est restée là, le visage rempli de larmes, me regardant comme si j'étais quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Finalement, elle a parlé. « Je suis tellement déçu de toi. Je n'arrive pas à croire que tu ferais une chose pareille. » Ces mots m'ont transpercé comme un couteau. « Maman, tu me connais ?» ai-je dit, essayant de rester calme. « Tu sais que je n'ai pas fait ça. Tu sais que je ne ferai pas ça. » Elle n'a pas répondu. Elle a juste secoué la tête, ses yeux évitant les miens. Paul s'est avancé, me lançant un regard noir. « Ça ne me surprend pas. Tu as toujours été jaloux d'Eric, n'est-ce pas? Dès le moment où tu es entré dans cette maison, tu n'as été rien d'autre qu'un problème. Et maintenant? Tu penses pouvoir nous voler ta propre famille? J'en ai assez. » J'ai essayé de discuter à nouveau, désespéré que quelqu'un m'écoute. Mais Paul m'a interrompu d'un geste de la main et m'a crié, « Fais tes valises. C'est fini pour toi ici. Je me fiche d'où tu vas, mais tu ne restes pas une seconde de plus dans cette maison. Tu as 30 minutes pour partir. Si tu n'es pas parti d'ici là, j'appellerai les flics. » Je me suis figé pendant un moment, regardant ma mère, espérant qu'elle dirait quelque chose, n'importe quoi. Mais elle est restée silencieuse, les bras croisés serrés, comme si elle essayait de se retenir. Son silence a fait plus mal que les mots de Paul n'auraient jamais pu le faire. Eric s'est tenu à l'écart, ayant l'air d'essayer de paraître bouleversé. « Je n'arrive pas à croire que tu me ferais ça, » a-t-il dit, secouant la tête comme s'il était la victime. C'était écœurant. J'ai presque foncé sur lui, lui explosant la figure, effaçant ce sourire suffisant. Je n'en pouvais plus. Je me suis retourné et je suis monté à l'étage, les pas lourds, pour faire mes valises. En jetant mes affaires dans un sac de sport, j'ai ressenti un mélange de colère, de frustration et de chagrin. Il ne s'agissait pas seulement d'être mis à la porte, il s'agissait de ma mère. La seule personne qui était censée me soutenir, qui choisissait de ne pas le faire. Elle ne disait rien, elle ne faisait rien, elle laissait juste faire. Quand je suis redescendu, Paul se tenait près de la porte d'entrée, me regardant comme un garde s'assurant que je n'essaierais rien. Ma mère se tenait à quelques pas derrière lui, le visage strié de larmes. Mais elle n'a toujours pas dit un mot. J'ai jeté le sac sur mon épaule, m'arrêtant un instant en la regardant, espérant qu'elle arrêterait tout ça d'une manière ou d'une autre. Elle ne l'a pas fait. Elle est restée là à laisser tout se passer. Alors que je sortais de la porte, Eric a murmuré derrière moi, « Je n'arrive pas à croire qu'il ferait ça. » C'était tout. Personne n'allait écouter. Personne n'allait me défendre. J'ai réalisé alors que j'étais complètement seul. Je suis sorti de cette maison avec un sac de sport et nulle part où aller. J'avais l'impression que toute ma vie m'avait été arrachée. J'avais 22 ans,
Je venais de finir le collège et je me retrouvais soudainement sans abri. Ma famille. Les gens qui étaient censés me soutenir, s'étaient retournés contre moi à cause d'un mensonge. Je n'avais rien, pas de maison, pas de soutien et aucune idée de ce qui allait suivre. La seule chose dont j'étais sûr, c'est que je n'allais pas laisser Eric ou Paul me détruire. Dieu merci pour mon meilleur ami Jake. Dès que je l'ai appelé, il m'a dit de venir. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans lui. Jake avait été mon rock pendant toutes les années où j'avais eu affaire aux conneries d'Eric. Et maintenant il était là pour m'aider à ramasser les morceaux. Il n'a pas posé beaucoup de questions, il m'a juste tendu une couverture et m'a dit « Reste aussi longtemps que tu en as besoin ». Cette première semaine a été difficile. Je travaillais encore à temps partiel dans une librairie, mais mes heures couvraient à peine la nourriture, sans parler du loyer. J'avais quelques économies grâce à mes emplois à temps partiel pendant le collège, mais ce n'était pas grand-chose. Chaque soir, je m'écroulais sur le canapé de Jake et j'essayais de ne pas penser au fait que ma propre mère avait laissé faire ça. Chaque matin, je me réveillais. Je me rendais au travail et je faisais comme si tout allait bien, mais à l'intérieur, j'étais un désastre. Mais le pire, c'est que ma mère n'a pas appelé pas une seule fois. J'ai essayé de la joindre à quelques reprises, mais elle n'a pas répondu, pas une seule fois. Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre que Paul avait probablement bloqué mon numéro. Je n'arrêtais pas de me dire qu'elle finirait par me contacter, mais au fond de moi, j'ai commencé à accepter que peut-être elle ne le ferait pas. Ça a fait un mal de chien. Mais je n'avais pas le luxe de me lamenter. Je devais trouver comment aller de l'avant. Après environ un mois à dormir sur le canapé de Jake, j'ai eu de la chance. Ma responsable à la librairie a mentionné un poste vacant pour un emploi de niveau débutant en informatique dans l'entreprise de son mari. C'était un travail stable. Et c'était mieux payé que la librairie. J'ai postulé et, à ma grande surprise, j'ai obtenu le poste. C'était le début de mon ascension. J'ai saisi toutes les occasions de faire mes preuves. Je suis resté tard, je me suis porté volontaire pour des formations supplémentaires et j'ai absorbé autant de connaissances que possible. Ce n'était pas facile. J'équilibrais un nouvel emploi. Ma colère persistante envers ma famille et la réalité d'être seul pour la première fois. Mais j'ai refusé de laisser les mensonges d'Eric me définir. Après quelques mois, j'ai économisé suffisamment pour louer un petit studio. J'avais enfin un endroit où j'avais l'impression de pouvoir respirer. Jake m'a aidé à emménager, et quand nous avons eu terminé, il a dit « Tu vois ? Tu vas déjà mieux que la moitié des gens que je connais. » Avoir mon propre espace a fait une énorme différence. Ça m'a donné de la place pour réfléchir et me concentrer sur mes objectifs. En attendant, j'ai complètement coupé le contact avec ma famille. J'ai bloqué Paul et Eric sur les médias sociaux et j'ai cessé d'essayer d'appeler ma mère. Ce n'était pas une décision facile, mais j'ai réalisé que m'accrocher à l'espoir ne faisait que me freiner. S'il voulait croire aux mensonges d'Eric, tant pis. Je n'allais pas gaspiller plus d'énergie à essayer de changer d'avis. Au cours des 2 années suivantes, j'ai décroché un nouvel emploi dans une entreprise de technologie avec de meilleurs salaires et avantages sociaux. Les certifications sur lesquelles j'avais travaillé ont porté leurs fruits. Et j'ai été promu au poste de coordonnateur de projet en 6 mois. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de vraiment arriver quelque part. Mais même en avançant, les cicatrices de ce qui s'était passé ne s'estompaient pas. Chaque fois que je réussissais quelque chose, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au fait que ma famille n'était pas là pour le voir. Ma mère, qui avait toujours été mon plus grand soutien, ne savait même pas que j'avais décroché un excellent emploi ou que j'avais déménagé dans un meilleur appartement. Ça piquait. Mais je me suis rappelé que c'était la vie qu'ils avaient choisie en croyant Eric plutôt que moi. En parlant d'Eric, je n'ai pas beaucoup entendu parler de lui pendant ces années. Mais le peu que j'ai entendu ne m'a pas surpris. J'ai rencontré occasionnellement des gens de notre ancienne ville qui le mentionnaient, et les histoires étaient toujours les mêmes. Eric sautait toujours d'un emploi à l'autre, blâmant tout le monde pour ses échecs et profitant de Paul. Apparemment, il avait même dilapidé le reste de son fonds d'études dans une entreprise commerciale ratée. Du Eric classique. Quand 4 ans se furent écoulés, j'étais dans une situation stable. J'étais chef de projet dans mon entreprise de technologie, gagnant plus d'argent que je ne l'avais jamais cru possible. J'avais acheté une petite maison dans un quartier tranquille. Mais la vie a une façon amusante de boucler la boucle.
Juste au moment où je pensais avoir enfin laissé derrière moi le bazar de ma famille, Eric a trouvé un moyen de m'y entraîner à nouveau. Un jour, Jake a reçu un appel d'un numéro inconnu. Au début, il n'y a pas prêté beaucoup d'attention, probablement un appel indésirable ou quelque chose comme ça. Mais quand il a décroché, c'était Eric. Apparemment, Eric essayait de me retrouver depuis des semaines. Il était allé à mon ancien lieu de travail, avait contacté des amis communs. Avait même essayé de m'envoyer un message sur LinkedIn. Jake l'a ignoré au début, mais Eric lui a dit pourquoi il avait besoin de me parler. Sa fille de 2 ans avait une maladie cardiaque et elle avait besoin d'une opération. Eric était désespéré, et j'étais son dernier espoir. Quand Jake me l'a dit, ma première réaction a été la colère. Après tout ce qu'Eric avait fait, il avait le culot de me demander de l'aide? Mais ensuite, Jake m'a montré la photo d'une petite fille branchée à des machines. Je ne voulais pas m'impliquer. J'ai dit à Jake de dire à Eric de se débrouiller. Mais Jake n'a pas voulu lâcher l'affaire. Écoute, mec, a-t-il dit, je sais qu'Eric est une ordure. Mais cette gamine est innocente. Elle n'a rien demandé. Tu vas vraiment la laisser souffrir à cause de lui? Je détestais que Jake ait raison. Cette fille ne méritait pas de payer pour les erreurs d'Eric. Mais si Eric pensait que j'allais débarquer et lui sauver la mise sans le forcer à en assumer les conséquences. Il ne me connaissait pas aussi bien qu'il le pensait. Alors, j'ai accepté de le rencontrer, mais je l'ai fait selon mes conditions. Nous nous sommes rencontrés à mon bureau. Un endroit où j'avais le contrôle. Je voulais qu'il voie à quel point j'avais progressé depuis qu'il avait essayé de me détruire. Quand il est entré, je l'ai à peine reconnu. Le demi-frère arrogant et privilégié dont je me souvenais avait disparu. À sa place se trouvait cette épave de type qui avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux étaient en désordre et il avait des cernes sous les yeux. Dès que j'ai fermé la porte, il s'est effondré. Je parle de larmes à flots, tombant à genoux. Me suppliant de l'aider. Il m'a dit qu'il avait tout essayé, le financement participatif, la vente de sa voiture, même sollicité de l'aide auprès de parents éloignés. Il avait réussi à rassembler environ 30 000 $, mais il lui manquait encore 70 000 $. Sans l'opération, l'état de Mia ne ferait qu'empirer. Et les médecins n'étaient pas sûrs du temps qu'il lui restait. Je sais que je ne mérite pas ton aide, a-t-il dit, étouffant ses mots, mais il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de Mia. S'il te plaît, Alex, tu es son seul espoir. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé supplier et pleurer et me raconter son histoire larmoyante. Puis, quand il a finalement manqué de choses à dire, je lui ai dit mes conditions, s'il voulait mon aide, il devait tout avouer à la famille. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque fois qu'il m'avait blâmé pour quelque chose qu'il avait fait. Il devait dire la vérité sur le fond d'étude, comment il l'avait volé et m'avait accusé à tort. Et il devait le faire devant tout le monde. La couleur a disparu de son visage. Alex? S'il te plaît, a-t-il dit. Je ferai n'importe quoi d'autre. Je te rembourserai, je signerai un contrat, ne me fais pas faire ça. Je n'ai pas bougé. Pas d'aveu, pas d'argent, ai-je dit. À prendre ou à laisser. Il a essayé de négocier. Il m'a supplié de reconsidérer. Il a même offert de présenter des excuses publiques sur les médias sociaux au lieu d'affronter la famille. Mais je suis resté ferme. Je n'étais pas intéressé par ses raccourcis ou ses demi-mesures. S'il voulait que j'aide sa fille, il allait devoir assumer la responsabilité de ce qu'il avait fait. Après ce qui m'a semblé une éternité, il a finalement accepté. D'accord, a-t-il dit, je pouvais à peine l'entendre. Je vais le faire. J'ai clairement indiqué que je ne me contentais pas de sa parole. Tu organises la réunion de famille, ai-je dit. Tu leur dis la vérité, et seulement après que tu auras fait cela. Je transférerai l'argent directement à l'hôpital, pas à toi. Il a acquiescé, ayant l'air de vouloir se terrer dans un trou et disparaître. En partant, il a essayé de s'excuser à nouveau. Je suis désolé, Alex, a-t-il dit, pour tout. Je sais que je ne peux pas revenir en arrière, mais je veux que tu saches que je le regrette. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas intéressé par ses excuses. Les mots ne signifiaient rien pour moi. J'avais passé 4 ans à reconstruire ma vie à partir de rien à cause de ces mensonges. Et aucune quantité de désolé n'allait changer ça. Après son départ,
j'ai appelé Jake pour lui faire savoir ce qui s'était passé. Jake pensait que j'étais fou de ne serait-ce que d'envisager d'aider Eric. Mec, le type a ruiné ta vie, a-t-il dit, et maintenant tu vas le sortir du pétrin? Tu es une meilleure personne que moi, c'est sûr. Il ne s'agit pas de lui, ai-je dit. Il s'agit de cette petite fille. Elle ne mérite pas de payer pour ses erreurs. Même en le disant. Je n'étais pas sûr que ce soit toute la vérité. Oui, je voulais aider la fille, mais une partie de moi voulait aussi voir Eric se tortiller. Je voulais qu'il se tienne devant la famille à laquelle il avait menti et qu'il admette ce qu'il avait fait. Je voulais qu'il voie la vérité sur le garçon doré qu'ils avaient choisi à ma place. Eric m'a envoyé un texto quelques jours plus tard pour me dire qu'il avait organisé la réunion pour le week-end. Tout le monde sera là, a-t-il écrit. Maman, papa, les grands-parents. Les tantes, les oncles, tout le monde. Je ne pouvais pas nier le nœud dans mon estomac quand j'ai lu ce message. Je n'avais vu personne d'eux depuis le jour où Paul m'avait mis à la porte. Mais c'était ma chance de enfin prouver mon innocence, de faire éclater la vérité une fois pour toutes. Alors, voici où j'en suis en ce moment. Tout ne cesse de se rejouer dans ma tête, les accusations, les mensonges, les années passées à être traité comme le bouc émissaire. Je ne sais pas comment la famille va réagir quand Eric avouera. Et honnêtement, je m'en fiche. Il ne s'agit pas d'obtenir leur pardon, il s'agit enfin de faire éclater la vérité pour moi. Je vous ferai savoir comment ça se passe une fois que ce sera fait. Restez à l'écoute. Dernière mise à jour. Salut tout le monde, alors, comme je l'ai promis, voici la mise à jour. La réunion de famille était prévue pour samedi. Et laissez-moi vous dire que toute la semaine qui a précédé a été un marathon mental. Il ne s'agissait pas seulement de faire avouer mon demi-frère. Il s'agissait d'entrer dans une pièce pleine de gens qui l'avaient cru au lieu de moi pendant 4 ans, des gens qui n'avaient même pas pris la peine de remettre en question ces mensonges. Je n'ai aucune idée de la façon dont ils vont réagir, et honnêtement, je m'en fous. Il ne s'agit pas de réparer les relations, il s'agit d'obtenir la conclusion que j'attends. Quand je me suis garé devant la maison de ma mère et de Paul, j'ai failli ne pas sortir de la voiture. Cela faisait 4 ans que je n'y étais pas allé. Et tout dans cet endroit ressemblait à un mauvais souvenir, l'allée où Paul m'avait crié de partir, la porte d'entrée que ma mère ne m'avait pas empêché de franchir. Tout est revenu en force. Si Jake n'était pas assis sur le siège passager, j'aurais peut-être fait demi-tour et serais parti. Tu es sûr de ça, a demandé Jake. Il n'essayait pas de m'arrêter. Il voulait juste s'assurer que j'étais prêt. Ouais, ai-je dit. Finissons-en. Quand nous sommes entrés, la maison était exactement la même, sauf pour une chose. Toutes les photos où j'étais dessus avaient disparu. Ça m'a piqué plus que je ne l'aurais cru. C'était comme s'il m'avait complètement effacé. Comme si je n'avais même jamais fait partie de la famille. Tout le monde était déjà là, entassé dans le salon, ma mère, Paul, Eric, ses grands-parents, ses tantes, ses oncles, tout le monde. Le visage de ma mère s'est illuminé quand elle m'a vu, et elle a immédiatement éclaté en sanglots. Elle a essayé de me serrer dans ses bras, mais j'ai reculé. Je ne suis pas là pour ça, ai-je dit. Finissons-en. Paul avait l'air mal à l'aise, comme s'il ne savait pas comment réagir. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais je l'ai interrompu. Ne t'en fais pas, ai-je dit. Je suis là pour entendre Eric dire la vérité et partir. C'est tout. Eric avait l'air de vouloir disparaître. Il transpirait, s'agitait et évitait de regarder quiconque dans la pièce. 2 fois. Il m'a jeté un coup d'œil comme s'il espérait que je change d'avis et que je le laisserais tranquille. Je n'ai pas dit un mot. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, Eric a commencé à parler. Il a d'abord buté sur ses mots, marmonnant quelque chose sur le fait qu'il avait fait des erreurs et qu'il avait laissé tomber tout le monde. Paul a essayé d'intervenir et de le rassurer, mais je ne voulais pas de ça. Non, ai-je dit. Tu leur dis la vérité, toute la vérité. Et il l'a fait. Lentement, douloureusement. Eric a tout exposé. Il leur a dit comment il avait dilapidé le fonds d'études pendant son année sabbatique, en faisant la fête, en achetant des cochonneries et en partant en voyage. Il a expliqué comment il avait paniqué quand Paul avait découvert que l'argent avait disparu et avait décidé de me blâmer parce qu'il savait que Paul le croirait. Il a admis avoir falsifié les courriels, avoir planté la clé USB et avoir menti sur le fait de m'avoir vu fouiller dans le bureau. La pièce était d'un silence de mort au moment où il a fini.
Paul avait l'air d'avoir reçu une gifle. Ses parents, les grands-parents d'Éric, pleuraient, réalisant probablement qu'ils avaient financé toutes les bêtises d'Éric. Mes tantes et mes oncles regardaient Éric comme s'ils ne savaient même pas qui il était. Mais je ne faisais attention à personne d'eux. Je regardais ma mère. Son visage était un mélange de choc, de culpabilité et de chagrin. Elle n'arrêtait pas de secouer la tête, murmurant « non » à voix basse, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Je pensais que je ressentirais de la satisfaction en la voyant enfin réaliser la vérité, mais au lieu de cela, je me suis senti vide. Quand Éric a eu terminé, je me suis levé et j'ai sorti mon téléphone. J'avais déjà configuré le virement à l'hôpital à l'avance, donc tout ce que j'avais à faire était d'appuyer sur envoyer. Je lui ai montré l'écran de confirmation et j'ai dit « l'argent est là. Mia va se faire opérer. On en a fini ici. » C'est alors que ma mère s'est effondrée. « Alex, s'il te plaît, » a-t-elle dit, me saisissant le bras. « Je suis tellement désolé. J'aurais dû te croire. Je t'ai laissé tomber. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. » Paul a essayé d'intervenir aussi. « Alex ? Je ne sais pas quoi dire. J'ai eu tort. Je vais te faire un chèque du double du fonds d'études, quoi qu'il faille pour réparer ça. » Même Éric a essayé de s'excuser, il pleurait à ce moment-là, disant qu'il passerait le reste de sa vie à essayer de se faire pardonner. « Je sais que j'ai tout gâché, » a-t-il dit, « mais merci d'avoir aidé Mia. Je n'oublierai jamais ça. » Je les ai juste regardés tous, ma mère, qui avait choisi de rester silencieuse quand j'avais le plus besoin d'elle, Paul, qui m'avait mis à la porte sans même y réfléchir à 2 fois, et Éric. La personne qui m'avait tout pris. Il y a 4 ans, j'aurais tout donné pour entendre leurs excuses. Maintenant, elles ne signifiaient rien. J'ai arraché mon bras de l'emprise de ma mère. Je lui ai jeté un regard froid et je suis sorti sans un seul mot ni un regard en arrière. Jake m'a suivi, et nous sommes rentrés chez moi en silence. Quand nous sommes arrivés, il a finalement brisé la tension. « Ça va ?» a-t-il demandé. « Ouais » ai-je dit, et pour la première fois depuis des années, je le pensais. Depuis lors, je n'ai plus du tout de contact avec ma famille. J'ai bloqué leur numéro, leur courriel et même leurs comptes de médias sociaux. Ma mère m'envoie de longs courriels émotionnels tous les jours, me parlant de la façon dont elle pleure pour s'endormir et de combien elle me manque. Paul a envoyé plusieurs chèques d'abord pour 80 000 $, puis pour 160 000 $ pour compenser la douleur et les intérêts. Je les ai renvoyés sans même y réfléchir à 2 fois. Les grands-parents d'Éric se sont même présentés à mon bureau à quelques reprises, mais la sécurité sait les refouler. Ils laissent des lettres disant à quel point ils sont désolés et comment ils se sentent responsables de tout parce qu'ils avaient gâté Éric et l'avaient laissé s'en tirer avec trop de choses. Je m'en fous. Ils l'ont cru quand c'était important, et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. J'ai appris par Jake que l'opération de Mia avait été un succès. Elle se remet bien. Et je suis sincèrement heureux pour elle. Elle est innocente dans tout ça, et j'espère qu'elle grandira et ne ressemblera en rien à son père. Quant à Éric, il est apparemment retourné vivre chez sa mère dans un autre état. Son ex-femme ne le laisse pas voir Mia sans surveillance, et il a du mal à conserver un emploi. Je mentirais si je disais que j'avais de la peine pour lui. Quant à moi, je me porte à merveille. J'ai obtenu une autre promotion au travail et je viens de verser un acompte sur une maison à Seattle. Mon entreprise ouvre un nouveau bureau là-bas, et je le dirigerai. Ça fait du bien de continuer à avancer, en laissant derrière moi toute la toxicité. Parfois, les gens me disent que je devrais pardonner à ma famille, surtout à ma mère. Elle était dans une situation difficile, disent-ils, elle ne savait pas quoi croire. Mais le désolé n'efface pas 4 années de trahison. Le désolé ne me rend pas la famille que j'ai perdue, la confiance qui a été brisée, ou les années que j'ai passées à reconstruire ma vie seule. Certains ponts ne valent tout simplement pas la peine d'être reconstruits. On dit que la meilleure vengeance est de bien vivre, et laissez-moi vous dire que je vais très bien. Merci d'avoir lu.